Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour le 28e numéro de Radio 4 quarts, votre émission podcast du webzine Urban Street Reporter. Nous sommes en direct sur la page Facebook Urban Street Reporter. Nous sommes également en direct sur la page Facebook de notre partenaire MNG Radio 99.7 FM en Seine-et-Marne qui codiffuse cette émission. Pour m'accompagner ce soir, Leslie. Salut Leslie. Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va. Tranquille? Super. Evelyne. Salut, ça va? Oui, ça va et toi? Ça va, ça va. Ah, t'as pas trop froid? Si. Ouais. si, t'as froid. On va dire la vérité. On essaye d'être forte. Courage. On salue Ndai également qui gère le Insta Live ce soir. Donc vous pouvez réagir sur Facebook et sur Instagram. Au programme de cette émission, 3 sujets au programme. On va d'abord évoquer la présidentielle 2022. Sur la forme et non sur le fond. On va parler de cette campagne, on va parler de ce que les chroniqueurs pensent un petit peu de la couverture médiatique de ce scrutin qui arrive bientôt, c'est le 10 avril, le premier tour. On parlera ensuite de la loi Ségur avec Evelyne. Voilà, elle va nous faire un petit point là-dessus et on va s'intéresser au métier d'éducateur. Et puis, pour terminer, Leslie se penchera sur le drama qui s'est passé aux États-Unis avec la gifle de Will Smith qui l'a infligé à Chris Rock. Bon, on se demandera si ce geste est compréhensible ou scandaleux. N'hésitez pas à nous suivre sur l'ensemble de nos réseaux sociaux USR officiels. On est partout, Twitter, Instagram notamment, sur toutes les plateformes d'écoute pour réécouter tous nos podcasts. Et puis, suivez également MNG Radio et LBSFM qui sont partenaires de cette émission. On va démarrer, les filles, avec le premier sujet. C'est la présidentielle, cette élection présidentielle donc qui va démarrer le 10 avril, en tout cas le scrutin qui démarrera le 10 avril. Une campagne assez particulière avec notamment un président candidat Emmanuel Macron qui ne débat pas avec les candidats, une couverture médiatique un peu biaisée avec le Covid puis la guerre en Ukraine. Donc on va se demander si c'est pas une campagne un peu spéciale et si du coup on a eu le temps, est-ce que les Français ont eu le temps d'écouter les candidats sur tous les sujets qui les touchent. D'abord je vais me tourner vers toi Evelyne, t'en penses quoi sur la forme de cette campagne présidentielle? Pour toi, est-ce qu'elle est spéciale par rapport aux autres années? Oui, parce que du coup on a eu les dernières années, en tout cas sous le mandat de Monsieur Macron, on a eu beaucoup d'événements, donc le Covid qui a vraiment chamboulé la vie de tout le monde. Ensuite là récemment la guerre comme tu l'as rappelé. Et franchement honnêtement moi je me suis pas concentrée sur tous les candidats, sur ce qu'ils disaient. J'étais plus happée par l'actualité, donc c'était un peu plus compliqué de vraiment se concentrer sur les élections. Et en plus, d'un autre côté, ils ont enlevé le pass vaccinal, donc on ne sait pas si c'est par rapport aux élections. Donc voilà, franchement, ces élections-là, j'y participe vraiment passivement. Ouais. Tu te sens pas... Non. T'as pas l'impression que tu te sens... Est-ce que tu te sens concerné par tout. ces élections? En fait, j'ai même pas l'impression que les élections, elles arrivent. Ouais. Là, les débats, on les a suivis, mais très rarement, très peu. Après, il y a eu la guerre, donc les médias, ils se sont que focalisés sur ça. Ouais. Et nous aussi, du coup, franchement, les élections, cette année, voilà. Ouais. Leslie, toi, ton regard sur les élections? Je suis totalement d'accord avec Evelyne, excuse-moi, avec Evelyne. Parce que c'est vrai que dans les années précédentes, quand c'était les élections, on savait vraiment que c'était les élections parce qu'on voyait vraiment les médias focalisés sur ça, etc. Ouais. Et là, moi personnellement, je suis pareil que Evelyne, je suis pas trop. En fait, je suis inscrite sur les listes électorales, etc. Je vais voter. Ouais. Mais je t'avoue que je me suis pas trop intéressée. Il y a eu trop de changements dans l'actualité. De grandes choses très importantes qui se sont passées. Ouais. Et du coup, les élections, personnellement, j'ai passé ça à la trappe. Ouais. Aussi, pareil, avec le pass vaccinal, moi, je me demande aussi vraiment, est-ce que c'est pas juste pour les élections ou est-ce que c'est vraiment réel? C'est réel, mais je veux dire, est-ce que c'est vraiment
ça va durer, ou est-ce que après les élections, on va repasser sur tout ce qui est passe vaccinal, masque, et tout, etc. Donc il y a j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de confusion cette année avec les élections. Ouais. Est-ce que le fait que le président candidat ne débatte pas avec les autres candidats à la présidentielle, est-ce que pour vous, est-ce que vous comprenez cette démarche, ou au contraire, est-ce que ça vous frustre un petit peu de ne pas voir le président se confronter à ses adversaires directement? Ok, je vais répondre. Moi, personnellement, je trouve que c'est un peu frustrant parce que du coup, on n'est pas sur le même pied d'égalité. C'est un candidat comme les autres. Donc, c'est pas parce qu'il est président qu'il ne doit pas aussi participer au même titre que les autres. Donc, mais, personnellement, moi, je comprends pas pourquoi il n'est pas dans les débats ou pourquoi il ne présente pas son programme comme les autres peuvent le faire. Ouais. Evelyne? Moi, je pense que Macron, il est fatigué. Hein. Ah, il est fatigué. Ouais, il a trop souffert. Je pense que Enfin, alors... D'un côté, c'est honorable de sa part dans le sens où, en fait, il gère la situation actuelle et oui, c'est vrai, ça passe à la trappe, mais il y a tellement de choses qu'il faut gérer que, voilà, même si on ne lui a pas demandé de s'occuper du conflit, mais bon, bref. Et d'un autre côté, je trouve ça aussi un petit peu frustrant parce que, on ne sait même pas s'il est réélu, ce qu'il va nous proposer ou ce qu'il va nous emmener. Et en même temps, on s'y attend un peu parce que je pense que ça va être, s'il est réélu, en tout cas, ça va être la continuité de son mandat. Gérer le Covid, gérer tout ce qui est la retraite. Enfin, il y a plein de choses à gérer encore. Et en fait, pour moi, son mandat, il n'a même pas été... En fait, il n'a pas vraiment fait son rôle de président. Il a plus subi les choses qui sont arrivées que... Tu penses au Covid, notamment? Ouais, franchement, le Covid, pour moi, ça a été une grande... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'était un truc incroyable. Et c'est vrai que ça nous est tombé dessus. Le Covid, c'est comme si le temps s'était arrêté pendant 2 ans dans son mandat. Moi, je trouve que... ouais, c'est vrai que le Covid, ça a raccourci un peu son mandat, parce que déjà, en 5 ans, il faut savoir qu'en 5 ans, un président n'a pas le temps de mettre en place tout ce qu'il a envie de mettre en place. Souvent, c'est la continuité de l'ancien président. Et après, il met en place ses réformes. Et là, je pense qu'il n'a même pas eu le temps de commencer réellement, puisque du coup, il y a eu le Covid pendant 2 ans. Ouais. Bon, on y est encore. Donc c'est vrai que je trouve que tu as raison, ça a un peu ralenti les choses, en fait. Ouais. Ouais. Et il y a eu la guerre. Et en termes de mobilisation pour ces élections, on le rappelle, c'est le 10 avril. Est-ce que vous craignez une grosse abstention, notamment du côté des jeunes? Je sais pas. Moi, je sais pas. Je pense qu'au contraire, on s'est senti beaucoup plus concernés. Parce que, encore une fois, à cause du Covid, il y a eu énormément d'étudiants qui se sont retrouvés seuls. Il y a eu beaucoup de suicides. Il y a eu beaucoup en tout cas, d'assauts qui se sont créés pour faire bouger les choses et tout. Donc, je pense que, non, au contraire, la jeunesse aura plus envie de se faire entendre. En tout cas, je l'espère. Mais non, je pense qu'on va aller voter. En tout cas, il faut aller voter parce que c'est un devoir, c'est un droit et il faut qu'on l'utilise à bon escient. Ouais. Donc, non. Toi, tu penses que les jeunes vont se mobiliser pour ce scrutin? Je pense. En tout cas, je l'espère. Ouais. Leslie, sur la mobilisation des jeunes? Moi, je pense que oui. Déjà, rien qu'à l'association, quand je parle avec certains jeunes, la plupart, ils s'inscrivent. Ils sont inscrits sur les listes électorales. Donc déjà, c'est un grand pas. Donc ça veut dire qu'ils se sentent vraiment concernés pour le vote, pour les élections, etc. Et je pense que, comme elle l'a bien dit, Evelyne, c'est vraiment aussi à cause du Covid, parce que voilà, ils ont subi beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de trucs qui se sont passés, beaucoup de personnes qui sont tombées dans la dépression, surtout les étudiants, les suicides, etc. Du coup, je pense que les jeunes ont envie de faire un peu bouger les choses, de faire entendre leur voix, et ils se sentent un peu plus concernés que peut-être les années précédentes. Et en plus, le fait qu'ils aient facilité qu'on puisse s'inscrire en ligne sur les... Avant, on pouvait le faire, mais là, ils ont vraiment fait une grosse campagne autour de vraiment inscrivez-vous en ligne. En plus, on avait jusqu'au début mars. Voilà, pour s'inscrire. Donc, je pense que ça aussi, le fait que ça a été facilité, en tout cas, moi, je me suis inscrite sur mon téléphone. Ça m'a pris 2 minutes. Et en fait, c'était plus interactif que d'aller à la mairie, t'inscrire sur les listes électorales. Déjà, c'est vrai qu'il y a la moitié qui ont la flemme d'aller jusqu'à la mairie.
pour s'inscrire. Déjà, ça va vite. Mais c'est vrai que le fait de démocratiser ça, la démarche en ligne, ça permet aux jeunes d'accéder plus facilement au scrutin. En termes de couverture médiatique, c'est quoi votre regard sur la campagne? Est-ce que vous pensez qu'on couvre bien la campagne médiatiquement ou il y a des choses à redire? Nous ou eux? Quand tu regardes la télé, la gestion des... Ah, tu regardes pas la télé? Ou sinon sur les réseaux, comment les gens en parlent, comment c'est diffusé? Est-ce que vous pensez que c'est diffusé de la bonne manière ou pour vous, c'est moyen? Moi, je sais qu'il y a certains candidats comme Jean-Luc Mélenchon qui utilisent beaucoup TikTok. Des fois, il fait en tout cas, il n'hésite pas à repartager quand il passe à la télé, quand il fait des débats, vraiment les idées principales. Donc, je trouve que c'est plutôt bien. Ils arrivent à utiliser, en tout cas, les nouveaux médias. Après, au niveau de la télé, même si je ne la regarde pas beaucoup, moi, je ne vois pas ça à la télé. Les élections, je sais que des fois, il y a le petit truc, là, élection présidentielle 2022. Mais sinon, je ne sais pas. Moi, pareil, je ne regarde pas trop la télé. Donc, du coup, quand je regarde, je ne ressens pas vraiment qu'on est dans les élections. Ouais. Vous sentez pas une sorte entre guillemets un engouement ou de grosses couvertures médiatiques Franchement, moi je compare ça aux dernières élections. C'est hyper différent. Les dernières élections, t'allumes la télé, c'était élection par-ci, élection par-là. Là, j'ai l'impression que c'est pas trop ça. Après, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, moi ce que je vois, c'est souvent des pages qui repartagent les grandes lignes de chaque candidat. Par exemple, j'avais vu sur Hugo Décrypte, à chaque fois il repartage en fait les idées et il y a pour, il y a contre, il y a la tête du candidat, etc. Donc on sait un peu leur programme, mais sinon à la télé je sais pas, moi ça m'a pas... Mais ça vous marque pas, mais c'est vrai, c'est le signe que l'actualité entre le Covid et l'Ukraine, ça prend beaucoup de place aujourd'hui. Et que limite, les élections présidentielles, c'est secondaire. Mais c'est ce que tu dis, Evelyne, c'est intéressant sur l'utilisation de certains candidats aux nouveaux médias et aux réseaux sociaux, tout simplement. Vous, c'est positif, vous voyez ça de manière positive, le fait que des candidats puissent faire comme tu dis, des TikTok ou accorder des interviews pour Combini, pour Brut. Pour vous, c'est positif? Oui, parce qu'on va pas se mentir, la plupart des Français, ils sont sur leur téléphone, je sais pas, franchement, sans mentir, au moins 5 heures par jour, que ce soit dans les transports, aux toilettes, avant de dormir, en se réveillant, on est tout le temps sur notre téléphone. Et il suffit qu'on aille sur Instagram, même si on n'est pas forcément abonné à un candidat, ça va passer dans le fil ou un truc comme ça, et on va s'y intéresser forcément. Moi, je sais que par exemple, je suis pas trop la campagne, mais si je vois un truc, par exemple, je sais pas, Valérie Pécresse, elle va dire quelque chose sur TikTok, je vais m'arrêter 2 minutes, je vais regarder. Donc, non, je pense, et puis ça sensibilise aussi plus de Français. Du coup, comme on parlait tout à l'heure de la jeunesse, je pense que le fait qu'ils soient sur les réseaux, ça va sensibiliser beaucoup plus de jeunes. Parce que là, les 2004, ils ont 18 ans, là. C'est ça. Donc, ils sont tous sur TikTok et franchement, je trouve que c'est bien. Ouais. Et Leslie? Moi, je trouve que c'est un point positif parce que, principalement pour les jeunes, ça permet, en fait... Ça rend accessible l'information plus rapidement que si c'est à la télé ou quoi. Bien sûr. Sachant que un jeune est tout le temps greffé à son téléphone, tout le temps sur Insta, TikTok ou autre. Et c'est un point positif. Ça, je trouve ça bien par rapport aux anciennes élections. Je trouve que c'est une belle avancée quand même, d'utiliser les outils d'actualité et tout, donc c'est bien. Ouais, c'est plutôt positif. Bon, en tout cas, les élections présidentielles, c'est le 10 avril, premier tour, deuxième tour le 24 avril, donc allez voter, voilà, c'est très important, quel que soit le candidat que vous défendez, ou même si vous n'avez pas d'avis, le vote blanc existe. Donc n'hésitez pas à vous mobiliser, c'est un geste citoyen, et il faut le faire, c'est très important. On va passer au deuxième sujet, les amis. On va passer au sujet de la loi Ségur. C'est Evelyne qui va nous en parler rapidement et puis derrière, on en débattra. C'est ça.
Alors, honnêtement, quand moi je suis arrivée dans le social parce que je suis éducatrice spécialisée, on m'avait déjà parlé du Ségur, mais je ne savais pas du tout ce que c'était. Donc, pour rappel, le Ségur, c'est en fait plein de personnes qui sont dans le domaine de la santé qui se réunissent pour parler du système de soins, des mesures non budgétaires qui sont en rapport avec la santé. D'accord. Donc, durant le Covid, les infirmiers, médecins ont bénéficié du coup de ce qu'on appelle maintenant la loi Ségur. Donc, ils ont eu une augmentation par rapport à leur travail, à tout ce qu'ils pouvaient fournir. Et le médico-social a été mis de côté. Donc, ils ont commencé à manifester. Donc, à partir de janvier 2020, même décembre, il y a des éducateurs qui sont descendus dans les rues. On a été entendus et le 18 février, M. Castex a confirmé qu'il allait y avoir une hausse de 183 € net sur les payes de toutes les personnes qui sont dans le médico-social. Et du coup, cette augmentation sera effective à partir du mois d'avril. D'accord. Bon, il a dit qu'il y aurait peut-être du retard. Mais normalement à partir du mois d'avril. T'as surveillé ta fiche de paye, Evelyne. Ouais, je la regarde avec impatience là. Ouais. Et du coup, il y a une enveloppe de 500 millions d'euros par an qui va être débloquée par l'État pour justement financer cette hausse des salaires. Et du coup, voilà, un petit peu la loi Ségur. À quoi elle sert. D'accord. Donc en fait, pourquoi moi je voulais qu'on en parle ce soir, c'est parce que du coup le monde du social va mal. Voilà. On est un petit peu mis de côté. C'est vrai que les infirmiers, les médecins, enfin en tout cas tout corps médical, ils ont été salués durant le Covid et encore merci. Enfin ils ont fait largement ce qu'il fallait. Mais du coup en fait toutes les structures par exemple les foyers d'urgence, les foyers d'hébergement, ils sont restés ouverts. Du coup on a été mis de côté clairement les éducateurs, tous les travailleurs sociaux. Donc voilà, je voulais savoir ce que vous en pensiez, comment vous voyez le social et voilà. D'accord, c'est très bien d'en parler, c'est très important effectivement de valoriser ce corps de métier. Leslie, quand on entend Evelyne nous dire un petit peu son expérience et la vision qu'on a des travailleurs sociaux, c'est quoi ton ressenti premier ? Déjà, je pense que... Comment dire ? Parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Mais, vas-y. Vas-y, la tribune est à toi, on est entre nous. Déjà, en fait, je pense que le métier d'éducateur spécialisé, en particulier, tout comme assistante sociale, etc., je trouve que c'est des métiers qui ne sont pas assez valorisés en temps normal. Moi, personnellement, je suis dans le social. Pour avoir étudié ça, je vois bien que c'est un métier qui n'est pas trop valorisé. Pourtant, c'est des personnes qui vont au front, tout autant que les infirmiers ou autres. C'est des personnes qui sont là pour d'autres personnes, dans des cas parfois extrêmes, etc., des situations impossibles. Et là, je suis en train de me dire, mais en fait, il fallait attendre le Covid pour valoriser ce genre de métier. Pourquoi ça n'a pas été fait avant ? Pourquoi ça n'a pas été mis en avant avant, en fait. Du coup, je suis assez sceptique. Je me dis, fallait peut-être s'y prendre avant, fallait peut-être vraiment faire bouger les choses avant, parce que c'est vrai, pendant le Covid, c'était compliqué. Et je me dis... les foyers, etc., qui étaient ouverts, ça devait être chaud, tu vois. Ouais, bien sûr. Et je me dis là, c'est seulement maintenant qu'ils sont récompensés pendant tout ce temps. Enfin, bref. Ouais, c'est le coup de gueule de Leslie. Evelyne, pourquoi, selon toi, comme dit Leslie, pourquoi il y a on va dire cette dévalorisation de ce corps de métier-là qui, comme vous l'avez dit toutes les deux, vous allez au front, vous faites face à des gens qui ont des situations des fois très compliquées, psychologiquement, socialement. Pourquoi, selon toi, on ne valorise pas assez ce corps de métier ? Tout simplement parce qu'on n'est pas bien payé. Ouais. Franchement, déjà le peuple, pour moi en tout cas les Français, on est indisciplinés déjà. Et pour qu'on se fasse entendre, on a besoin tout le temps de crier, donc de manifester, alors que on devrait tout simplement pouvoir avoir accès à ce genre de... pouvoir se manifester autrement que forcément aller dans les rues et vraiment être en colère.
faut savoir qu'un éducateur débutant, il commence entre 1003 et 1004. Et fin de carrière, si t'es trop bien payé, tu vas être à 2000 euros. Alors qu'on finit à 23h, on a des décalés, on travaille jours fériés, vacances, enfin voilà, on est au quotidien avec des jeunes, ou pas d'ailleurs, on travaille avec un très large public, on travaille avec les personnes en situation de handicap, dans la protection de l'enfant, dans l'insertion. Enfin voilà, et on fait 3 ans d'études, mais on est compté comme bac plus 2. En fait, il y a trop de choses qui font que... Pourquoi justement, vous faites 3 ans d'études et c'est comme un BTS? Je sais pas, c'est un diplôme d'État pourtant, et c'est l'année dernière qu'ils ont fait passer la réforme, mais il faut aller en licence. En fait, c'est un bi-cursus pour avoir le bac plus 3, alors que de base, on fait 3 ans d'études. En fait, En plus, c'est sur concours. C'est sur concours pour entrer en école. Enfin, c'est un métier, l'accès, il est trop compliqué. Là, ils sont en train de compliquer les études, alors que en fait, pas besoin. Il y a besoin d'éducateurs. Moi, par exemple, où je travaille, sur une équipe de 6, on est 4. Donc, ça veut dire qu'on est en sous-effectif. Ça veut dire qu'on se fait des semaines à 44 heures tout le mois. Donc... C'est compliqué, et je pense que vraiment on a besoin d'éducateurs, d'assistantes sociales, de parce que oui, c'est vrai qu'il y a le problème aussi de manque d'effectifs, comme tu dis. Non seulement vous êtes pas payé à votre juste valeur, et il y a personne qui mais il n'y a pas grand monde. Mais pourquoi ce manque d'effectifs? Est-ce que c'est un problème d'organisation, ou où les gens peut-être n'ont pas forcément envie de se mettre dans cette branche-là? Il manque de gens, ou c'est quoi le problème? L'argent. Je te promets que c'est vraiment le salaire, quand tu te dis... C'est un frein. Le salaire, c'est un énorme frein. Moi, j'ai commencé ma carrière, on va dire, en tant qu'éduc dans un foyer. Je gagnais 1004. C'est parce qu'après, j'ai été diplômée, voilà, je suis montée à 1006. Mais 1006, c'est pas c'est bien, hein. Franchement, c'est très très bien. Mais c'est pas assez. Quand tu finis lundi, mardi, vendredi, samedi à 23h... Et à la fin du mois, t'as 1006, tu dis, bon. Ouais. En fait, je trouve qu'il y a un décalage entre la charge de travail et la réalité. Finalement, c'est pour ça que c'est pas valorisé. Et en plus de ça, les travailleurs sociaux, ils ont aussi cette... En fait, il y a eu des choses qui se sont faites, et en fait, ils se retrouvent à faire du chiffre sur du quali, en fait, du qualitatif. Du coup, en fait, ça devient plus des dossiers. C'est devenu moins humain, en fait, de travailler avec un public. Parce que voilà, tu as tant de personnes à faire insérer pour tel dispositif. Vous avez des objectifs chiffrés en tant que... En tout cas, dans l'insertion, je sais que par exemple, sur 100 dossiers, un dossier c'est 150 euros. Enfin, je dis des bêtises. Un dossier c'est 150 euros. Et il faut qu'à la fin de l'année, elle ait fait ses 100 dossiers pour que en fait, l'argent qui est rentré à l'assaut, il soit justifié. Nous, moi, je travaille dans un CER, donc un centre éducatif renforcé. On a 6 places. Des fois, on peut pas... on garde des places parce qu'on veut étudier la personne qu'on va accueillir. En fait, non. Ils nous disent, vous prenez ce jeune-là, point à la ligne. Parce que vous avez une place, vous le prenez. Et dans les foyers, c'est pareil. Il y a 50 places, il faut remplir les 50 places. Quitte à avoir ce qu'on appelle des incasables. Maintenant, on les appelle plus comme ça, mais c'est des jeunes où vraiment, on sait pas trop où les mettre. Et du coup, au final, ils font des sorties sèches. Donc, ça veut dire qu'à 18 ans ou à 21 ans, l'ASE leur dit, on veut plus toi, débrouille-toi. Donc, ils sont SDF. En fait, le monde du social va mal parce que on a besoin de personnes et de financement, mais il n'y a pas. Il y a peu de moyens. En fait, moi, je suis dans l'insertion, vu que je suis conseillère en insertion. Je suis à l'association. Mais en fait, on se rend compte qu'on nous demande de faire du chiffre, en fait, sur du quali. Et ça, c'est une réalité où je ne m'attendais pas du tout. Je m'attendais un peu, mais je pensais que c'était plus... En fait, je le voyais plus chez les assistantes sociales et les éducateurs spé. Je ne savais pas que aussi en insertion pure, c'était comme ça. Et effectivement, c'est comme ça. Et là, par exemple, quand on a des structures comme l'URSSAF, etc., par rapport... qui viennent et tout, et qui te demandent, il faut tant de jeunes pour tant de... En fait, il faut sortir du chiffre. Et c'est difficile de sortir du chiffre quand tu accompagnes un public, parce que l'insertion, c'est un processus, c'est pas...
C'est pas, enfin, on n'est pas, c'est pas de, oui, c'est pas de l'économie, enfin, c'est pas de, c'est pas du business, quoi. Voilà, c'est pas, c'est des humains, quoi. C'est des personnes, c'est voilà. Et je trouve que le domaine du social, c'est ça en fait qui est problématique. On nous demande beaucoup avec peu de moyens, peu de matériel, et du coup, t'es là, en fait, t'es lié, en fait, tu sais pas trop quoi faire et tout, etc. Et en plus, c'est pas valorisé, donc c'est hyper compliqué. Bah, en fait, moi, quand je dis que je suis éduque, on me dit Pascal le grand frère. Enfin, voilà, c'est pas. Enfin, il y a des métiers qu'on connaît pas du tout et qui valent la peine d'être connus parce que, franchement, éducateur. Enfin, il y a plein de métiers dans le social qui valent la peine d'être connus. Et c'est vrai qu'il faut faire une formation, mais la formation, elle est nécessaire pour pouvoir apporter un vrai travail, un vrai accompagnement. Et malheureusement, bah, en fait, on se retrouve à descendre dans les rues pour dire on veut de l'argent, on veut de l'argent. En fait, on quémande de l'argent pour accompagner des personnes qui sont dans le besoin. Parce que nous, on reste des humains, ça nous épuise aussi. Et après, on est là, on se dit, bon, bah, ok, cool. On est trop content parce qu'on a eu 183 € en plus sur nos payes. Mais ça suffit pas. Il y a plein de... Dans le handicap, dans le handicap, il y a tellement de jeunes qui restent dans des structures parce qu'il n'y a pas de place. Il y a des jeunes qui sont dans les hôtels sociaux, ils sont tout seuls. Enfin, vraiment, le monde du social, ça fait de la peine. Parce que, bah... Est-ce qu'on se sent pas un peu démuni en tant qu'éducateur par le manque de moyens face à la situation que vous vivez au quotidien? Ouais, franchement, ouais. Et en fait, être éducateur, parce que moi, quand je travaillais en foyer, c'est pas un 14-23. Des fois, tu as des jeunes qui t'appellent en pleurs quand tu es rentré chez toi. Ils disent, j'ai besoin de parler. Tu peux pas dire, bah, en fait, j'ai fini mes horaires. Ok, bah, je t'écoute. Et c'est un travail, en fait, c'est tout le temps. Quand tu rentres chez toi, on dit tout le temps, il faut laisser au travail ce qu'il y a à travailler à la maison. Mais c'est faux. Quand tu rentres chez toi, tu sais que tu as un jeune qui est en fugue. Bah, le lendemain, la première chose que tu fais, c'est il est rentré, elle est rentrée, non, ok, et toute la journée. Et c'est vraiment un monde comme ça, et malheureusement, bah, on manque de personnel. Et comme tu as dit, on manque de moyens aussi. Hein. C'est ça. Ouais. C'est ça. Bah, en fait, je pense qu'aussi, il y a une méconnaissance autour de ces métiers-là. J'ai l'impression qu'on ne prend pas en compte la partie psychologique, etc. Enfin, faut vraiment prendre en compte la formation. C'est 3 ans, c'est pas... Je comprends pas pourquoi c'est 3 ans et c'est valorisé 2 ans alors que c'est une vraie formation qui t'apprend la posture, qui t'apprend comment tu peux accompagner une personne, comment t'adapter, tout ça c'est de la psychologie. Comment, des fois aussi, on apprend aussi tout ce qui est les maladies mentales, etc. C'est des choses qui sont... En fait, ça ressemble beaucoup à la formation d'infirmière. Sauf que l'infirmière, elle a l'aspect soin, mais elle a aussi l'aspect psychologique. Donc du coup... moi je trouve ça quand même surprenant que ce soit aussi dénigré et dévalorisé comme ça, alors que c'est un vrai métier. Assistante sociale aussi, c'est pareil, c'est un vrai métier, c'est tout le temps, c'est pas, ça s'arrête pas. Conseillère en insertion pro, on a moins cette... en tout cas moi personnellement je ressens moins cette charge là, mais c'est vrai que moi psychologiquement voilà, tu peux pas en fait t'arrêter quand tu rentres chez toi. Moi, des fois, quand il y a des jeunes, tu vois, où tu as ce souci-là, en fait, de savoir est-ce que ça s'est bien passé, est-ce que si, est-ce que ça. Après, moi, c'est plus axé emploi. Ouais. Mais comme là, par exemple, en ce moment, j'ai un jeune qui met plus ou moins, entre guillemets, la pression parce qu'en fait, il a besoin de trouver un job rapidement de par parce qu'en fait on lui demande par rapport à son casier, etc. et tout. Moi maintenant j'essaye de lui mettre sur des offres d'emploi, etc. mais j'ai pas non plus beaucoup de choix et c'est stressant. Donc du coup tu stresses, tu te dis bon, est-ce que en fait je vais pouvoir lui trouver une solution parce que la personne elle compte sur toi. Et je trouve que tout ça en fait c'est balayé dans les métiers du social. C'est trop dénigré. Moi quand je dis je travaille dans le social, ah ouais, mais du coup, t'es pas bien payé. Mais non, en fait, c'est trop vrai. C'est parce qu'en fait, le métier, il en vaut la peine. Mais c'est vrai que... Et on a besoin des gens comme vous parce que il faut accompagner ces jeunes-là et qui sont dans des situations, on l'a dit, sociales très compliquées. Et c'est vrai que c'est pas des métiers où tu fermes ton ordi et puis à demain 9h au bureau, quoi. C'est des trucs, ça te suit, c'est de l'humain, en fait. C'est ça. Il faut savoir se protéger, c'est très important. Et comme tu l'as dit dans la formation, on t'apprend aussi à te protéger toi
dans ton métier et pour ton métier, parce qu'en fait, même si c'est du H24, il faut que tu arrives à couper les ponts, il faut que tu arrives à te détacher de certaines situations. Il y a des jeunes qui peuvent être violents physiquement et verbalement. Il faut que tu arrives à avoir ce recul-là de dire, ok, il m'a insulté ma mère, il a voulu me planter, c'est pas grave, demain j'y retourne. Moi, je sais que j'avais un petit de 10 ans, il a pris un couteau comme ça. En 2 secondes, tu dois réagir. Et en 2 secondes, tu te mets... Voilà, tu es obligé de faire de la contention. Pourtant, on n'est pas apte à faire ça, mais tu fais une contention et voilà. Il faut être aussi prête à faire des choses qui sont au-delà qui dépassent le cadre. Ouais. Clairement, parce qu'en fait, l'aspect psy, on n'est pas psy. L'aspect médical, on n'est pas infirmier. Pourtant, tu vas te retrouver à donner des Doliprane, tu vas te retrouver à emmener un jeune, une jeune au planning familial. Il y a plein de choses qu'on fait qui sont pas forcément dans notre fiche de poste, mais qu'on fait parce que c'est notre métier et en fait, là, tu dois le faire. Et au final, quand tu te dis, j'ai fait tout ça, même si on fait pas ça pour l'argent, c'est vrai, t'as quand même envie de dire à la fin du mois, je pourrais m'acheter une paire de baskets tranquillement. Non, en fait, parce qu'avec 1006, tu payes ton loyer, tu payes ça, ok, d'accord, Voilà. Après, la paire de chaussures. Ouais. Non, c'est triste, parce que c'est des métiers prenants et malheureusement, l'argent ne va pas avec. Et, c'est bien dommage. Leslie, tu avais un truc à rajouter peut-être ? Non, j'allais juste te dire que c'est des métiers qui demandent à être valorisés autant que médecin, autant qu'infirmier, pompier, etc. Pour moi, c'est au même pied d'égalité. Et moi, je trouve pas ça normal qu'on attend une crise sanitaire pour pouvoir valoriser ce genre de métier, valoriser des personnes. Même pour infirmières et tout, c'est pareil. Pourquoi on a attendu le Covid pour valoriser ces métiers-là alors que bien avant le Covid, ils étaient là. C'est des personnes qui vont au front, qui font qui travaillent de nuit, qui se sacrifient. C'est un sacrifice aussi pour d'autres personnes. Donc, bien sûr. Donc voilà ce que je voulais dire. Le message est passé. Le social, n'ayez pas peur, même si vous n'avez pas d'argent, vous verrez, c'est un métier. En fait, c'est un métier riche de cœur. Ouais, franchement, c'est un métier. T'apprends beaucoup humainement. T'apprends beaucoup. Ouais. Et les 183 €, ça fait du bien, c'est vrai. Mais franchement, ça vaut la peine d'être dans le social. Ouais. L'appel est lancé. Si vous êtes intéressé, si vous avez cette fibre sociale, n'hésitez pas à vous lancer parce qu'on a besoin. On a besoin d'éducateurs. On en a besoin pour nos jeunes qui souvent ont des choses à offrir, mais qui n'ont pas la personne qui les accompagne pour leur donner la confiance. Donc il faut se lancer. Et je lance un appel aux instances qui dirigent ce pays. Essayez quand même, de valoriser plus ce métier, déjà à travers les études. Et à travers la paye parce que tout travail mérite salaire. Tout un travail mérite salaire, exactement. On va passer au troisième et dernier sujet. J'allais dire un peu plus léger, quoique. Leslie, je te laisse un peu contextualiser notre sujet. Ok, alors on va parler de la fameuse gifle que Will Smith a mis à Chris Rock lors de la dernière cérémonie des Oscars. Je crois que c'était dimanche. Dans la nuit, dimanche soir. Voilà, c'était dimanche. En fait, l'humoriste Chris Rock, il était présentateur. Il a fait un sketch et en gros, il a blagué sur les cheveux de la femme de Will Smith. Jada Pinkett Smith. C'est ça. Et en gros, Will Smith, ça ne lui a pas plu car sa femme, en fait, elle souffre d'alopécie. Donc, c'est une maladie, en fait, qui provoque la chute de cheveux. Donc, c'est pour ça qu'elle a dû se raser les cheveux. Et suite à ça, il s'est levé et il a donné une gifle à Chris Rock. Et du coup, la question qu'on se pose, c'est à savoir, est-ce que c'est un geste scandaleux ou bien que c'est compréhensif ? Exactement. Evelyne, quand t'as vu ça, qu'est-ce que tu t'es dit ? Alors déjà, moi, je scrollais sur les réseaux, je suis tombée sur ça. Moi, je dirais que j'ai cru que c'était une blague. Je pensais que c'était un sketch. Et en fait, ce matin, j'ai vu qu'il y a beaucoup d'associations
pour l'alopécie qui se sont manifestés, notamment sur Instagram, et qui ont un petit peu pas salué le geste, mais qui ont en tout cas été dans la compréhension du geste, dans le sens où en fait il a défendu sa femme qui souffre d'alopécie. Et l'alopécie, c'est une maladie qui est pas très très connue. Elle commence à être connue, mais c'est vrai qu'avant elle n'était pas du tout connue. Et moi je pense que c'est un geste qui peut être... Alors la violence ne résout rien, faut pas être violent, mais sur un coup de nerf comme ça, et parce qu'il voulait défendre sa femme et aussi un petit peu, enfin pour moi la cause, ça claque, je la comprends. Et après ça pose la question de est-ce qu'on peut rire de tout? Pour moi non. En fait si, on peut rire de tout, mais il y a des façons de le faire. Et peut-être pas avec n'importe qui. Et peut-être pas avec n'importe qui, et surtout pas... Peut-être qu'en fait, là, le moment, il n'était pas opportun, en fait. Peut-être que c'était là... Parce que Jada, ça fait pas longtemps qu'elle s'est rasée, là. Ouais, ou en tout cas, qu'elle a assumé qu'elle s'était rasée. Donc, je pense que assumer le... Enfin, ils étaient peut-être dans le processus de... Comment on dit? D'acceptation. Et donc, je pense que c'était pas le moment. Ouais. Donc... Tu comprends? Ouais, je le comprends. D'accord. Leslie. J'allais parler avant même que tu... moi, personnellement, moi, je pense que les deux parties ont tort. Pourquoi? Parce que déjà, Chris Rock, il n'aurait pas dû, en fait, rire de la maladie d'une personne. L'alopécie, ça touche beaucoup les femmes noires. C'est quelque chose qui est dur pour une femme de voir, en fait, ses cheveux tomber. Ça, c'est pas facile. Sachant que souvent, en fait, ça touche les femmes noires, souvent parce que c'est dû au fait que souvent on met des tresses, etc. et tout, donc c'est la tension qui se met sur les cheveux, etc. Et donc en gros, ça se traduit par l'alopécie, donc on va dire autrement dit la calvitie, etc. Des trous dans les cheveux, en fait c'est violent, l'alopécie. Et du coup, je pense que c'était pas... Enfin, ça se fait pas, en fait. Genre, c'était pas le moment de rire de ça, sachant qu'une personne qui a souffert d'une maladie, qui a dû être confrontée à ça tous les jours, et toi, t'arrives, tu blagues sur ça, c'est limite. Ça aurait pu, en fait, ça aurait pu être aussi une autre maladie, par exemple un cancer. Donc, c'est un peu limite. Et pour Will Smith, je trouve que aussi réagir par la violence, c'est pas la bonne chose à faire, parce que c'est... Quel exemple, en fait, on montre au monde, finalement, aux jeunes qui nous suivent, qui nous regardent et tout, etc. Donc, en gros, que la violence, ça résout beaucoup de choses. D'ailleurs, moi, j'ai l'impression que c'est un peu une sorte de blague, parce que juste avant, il rigolait aussi de la blague, Will Smith. Et comme on disait tout à l'heure, c'est... quand il a vu la réaction de sa femme, c'est là qu'il s'est... Il a tourné la tête, il s'est dit « Oula, peut-être je devrais pas rigoler. » C'est là qu'il s'est dit « Bon, je crois que je vais faire genre. » Mais c'est un peu... je sais pas, moi j'ai l'impression que c'est fake, en fait, toute cette histoire. Donc voilà. Ouais. Et sur les conséquences pour la carrière de Will Smith, il a été oscarisé. D'ailleurs, on n'en a même pas parlé. Il a été oscarisé pour le film où il joue le père des sœurs Williams. La méthode Williams. Donc ça s'est passé complètement à la trappe. Est-ce que vous pensez qu'il y aura des conséquences pour sa carrière, ou bon, c'est juste un épiphénomène et que dans un mois on aura oublié? Moi, je pense pas. Hein. Will Smith, c'est quand même Will Smith quand même. C'est pas, enfin, je veux dire, c'est pas, il vient pas de débuter dans le monde du cinéma. Il est connu dans le monde entier. Après, en plus, il a fait des excuses publiques, il a pleuré. Bon, après, il a fait sa drama queen, mais je pense que voilà. C'est quoi faire la drama queen? C'est exagérer les choses. En plus, ses larmes, ça se voyait que c'était... Enfin, je sais pas, peut-être il a croqué dans un oignon, mais... Pour moi, ça a coulé quand même. Ouais, ça a coulé. Enfin, il clignait bien aussi pour que ça coule. Hein. Mais... Evelyne n'est pas sensible aux larmes de Will Smith, apparemment. Non, mais en fait... Bon, pour moi, ça n'aura pas réellement de conséquences. Et d'un côté, c'est bien pour lui. Mais d'un autre côté, comme tu as dit, quel message on passe, on fait passer, en fait. Parce qu'il arrive, il rigole. Ensuite, il met une claque. Après, il pleure. Donc, en fait, t'as rien. Le truc il se ficelle mal maintenant les Américains pour moi ils sont connus pour ce genre de débordement. Il y a plein de stars, j'ai pas d'exemples là tout de suite en tête, mais je sais qu'il y a plein de stars qui ont eu des débordements
Jay-Z, lors de cérémonies. Il y a eu Kanye West. Ouais, Kanye West, il y a eu plein de débordements et ça n'a eu aucune conséquence. Donc pourquoi Will Smith Ouais. Leslie. En termes de débordement, je pense à Kanye West avec Taylor Swift. Où, je sais plus, elle avait eu un Oscar. Et lui, il est venu sur la scène et il lui a dit en gros, elle méritait pas, que c'était Beyoncé qui méritait d'avoir l'Oscar. Donc c'était juste pour rebondir. Mais sinon, je pense pas que Will Smith il aura des conséquences parce que voilà, ça fait des années qu'il est là, il a plus rien à prouver, donc enfin c'est non. Bon oui, il y aura pas de conséquences. Même le regard que vous portez sur Will Smith. Pour vous, ça change rien, ce petit débordement. Bon, je sais que Leslie, tu crois pas trop, toi. Je pense qu'il y a un petit fake par... Mais toi, Evelyne... Non, franchement, moi, ça change pas trop. Après, honnêtement, il me connaît pas, je le connais pas. Donc, si je suis fâchée contre lui, ça va rien changer. Non, mais dans le sens où... J'ai compris. Mais ce que je veux te dire, c'est que... Non, pour moi, ça reste un bon acteur et que il reste humain, il a débordé... que ce soit fake ou pas fake, il a débordé et puis voilà, on va l'excuser. Derrière, il a quand même voulu défendre sa femme. Il s'est excusé sur les réseaux comme vous l'avez dit. Voilà, il s'est excusé, donc bon, voilà, c'est un humain quoi. Il s'est énervé et puis voilà. Enfin. Bon, en tout cas, ça a beaucoup fait parler cette gifle de Will Smith. Ça a fait le tour du monde. Moi aussi. Mais c'est vrai que j'ai eu le même sentiment que je sais plus qui l'a dit. Je crois que c'est toi, Evelyne, je sais plus. Moi, au début, je pensais que c'était un sketch. Ouais. Quand j'ai vu la gifle, moi, je pensais que ça faisait partie du. Mais parce que du comment truc. il a réagi, Chris Rock, c'est Tu vois, il a fait ça et après il a dit waouh, Will Smith vient me mettre une claque. Ouais. Il était en mode. il était pas choqué. Bah non. Ouais. Tu te prends une tarte dans la gueule et puis tu rigoles. Non mais et moi en tout cas, juste même s'ils en ont beaucoup parlé, ce que je trouve ça bien quand même, c'est que maintenant on parle aussi de l'alopécie. Oui. Et que c'est un sujet quand même qui c'est c'était pas une maladie très connue. Voilà. Et donc je pense que bon, le contexte est mauvais, mais le fond du truc c'est que bah maintenant les gens ils s'intéressent. Moi, j'ai dit, tout à l'heure, je suis allée sur Instagram, il n'y a que des femmes qui sont atteintes d'alopécie, qui parlent, etc. Et je trouve ça bien, du coup. Ouais. Donc, un mal pour un bien, on va dire, je sais pas. Ouais. Oui, c'est vrai, au moins ça a pu sensibiliser sur une maladie très peu connue encore. Leslie, tu avais un petit mot à rajouter ? C'est bon. On a fait le tour concernant Will Smith. Alors, c'est la fin de cette émission. Merci de m'avoir accompagné, les filles, pour ce Radio 4 Quarts. Juste quelques petites informations rapidos en sport. C'est un sujet que j'hésitais à aborder. C'est peut-être un sujet qu'on va aborder dans les prochains Radio 4 Quarts. C'est la santé mentale. Là, je parle d'Ashley Barty, tenniswoman numéro 1 mondial ou ex-numéro 1 mondial qui a arrêté sa carrière à 25 ans. Voilà, elle a gagné 3 grands chelems. Alors, on ne sait pas si c'est vraiment à cause de ça, mais on peut se poser des questions. On sait que dans le même sport, dans le même circuit, Naomi Osaka souffre depuis de nombreux mois de problèmes liés justement à sa santé mentale, à la pression qu'il y a dans le circuit. D'ailleurs, tennistiquement, elle n'y arrive pas trop. Donc, c'est peut-être un thème qu'on évoquera, la santé mentale dans le sport de haut niveau. C'est un sujet qui peut être très intéressant à traiter. Donc, on le met de côté, pourquoi pas, pour une prochaine émission. Et puis hier, c'était quand même les barrages de la Coupe du Monde de zone Afrique. On connaît les 5 pays africains qui vont représenter le continent pour la Coupe du Monde. Il y a le Maroc. Il y a le Maroc. Allez, tiens, le quiz, vas-y. Attends. Donc Maroc, 1, il en reste 4. Alors, Maroc, Cameroun. Oui, ça fait 2. Attends. Non, l'Afrique du Sud, ils ont perdu contre la France, 5-0. C'est un match amical, ouais. Ah bon, ok, mais tu vois, Ouais, non, t'as suivi. Non, franchement, après, je sais plus. En tout cas, Maroc-Cameroun, c'est sûr. T'en as 2 sur 3 déjà, c'est bien. Je sais pas. En tout cas, je sais qu'il n'y a pas le Congo. Ouais, ils ont pris cher contre le Maroc, d'ailleurs. Non, je sais plus. Alors, donc il y a le Cameroun et le Maroc, Cameroun, t'avais dit qui toi ? Le Sénégal aussi. Le Sénégal. Ah oui, c'est vrai, le Sénégal. Voilà, donc Cameroun, Maroc, Sénégal. Après, je sais pas. Je sais pas qui a joué hier encore.
il y a le Ghana qui s'est imposé face au Nigeria et nos amis tunisiens qui ont battu le Mali. Voilà, donc on a les 5 qualifiés pour la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu au Qatar. Ce ne sera pas cet été comme chaque Coupe du Monde, mais en novembre. Voilà, pour le prochain mondial. Merci les filles de m'avoir accompagné. Merci Ndeye pour le live Insta. J'espère que tu n'as pas eu trop mal au bras, ça va? N'hésitez pas à nous suivre sur l'ensemble des réseaux sociaux, USR officiel, Twitter, Instagram, notre Facebook Urban Street Reporter. D'ailleurs, le replay de cette émission qui sera disponible dès la fin de ce live. D'ailleurs, ce live qui est retransmis également sur les pages Facebook d'LBSFM et MNG Radio, nos partenaires. Et puis le podcast sera disponible très vite sur l'ensemble des plateformes d'écoute. On se donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau numéro de Radio 4 Quarts, toujours le mercredi en fin d'après-midi, 18h30, 19h. Voilà. Allez, bonne soirée à tous. Salut, bonne soirée.